Abiy Ahmed, de retour en Éthiopie, le prix Nobel de la paix est allé recevoir sa distinction à Oslo en Norvège. Le Premier ministre a été accueilli en héros par les Éthiopiens. La famine menace le Soudan du Sud. Les inondations consécutives à la sécheresse dans le pays pourraient avoir des conséquences désastreuses. C'est l'alerte du Programme alimentaire mondial. Et puis, une loi sur la citoyenneté fait polémique en Inde. Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester. Ils soupçonnent l'exécutif de vouloir fragiliser la minorité musulmane dans ce pays de plus d'1 milliard d'habitants. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Le prix Nobel de la paix est rentré chez lui en Éthiopie. Le convoi du Premier ministre Abiy Ahmed a été accueilli en héros à Addis Abeba. De son retour à Oslo en Norvège, où le prix lui a été remis, l'homme souhaite entre autres impulser une nouvelle dynamique à la coopération avec l'Érythrée. Les détails. Abiy Ahmed, âgé de 43 ans, s'est vu attribuer le Nobel pour la réconciliation qu'il a menée tambour battant avec l'Érythrée, mettant fin avec le président érythréen Isaias Afwerki à 20 ans d'état de guerre entre ses deux voisins de la Corne de l'Afrique. Des centaines de personnes étaient rassemblées à l'aéroport et dans les rues de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, agitant notamment des drapeaux éthiopiens. La mobilisation pour honorer le retour du Premier ministre était remarquable. Je suis venu souhaiter la bienvenue à notre Premier ministre Abiy Ahmed. Je suis très heureux qu'il ait gagné le prix. Il a marqué l'histoire de notre pays. Je suis heureux parce qu'il a reçu ce prix devant le monde entier. Il a fait ce qu'il fallait parce que certains médias disent la vérité et que d'autres trouvent le moyen de critiquer. La paix est un processus. Il n'a pas terminé son travail. Il nous a dit que la paix, c'est comme planter un arbre dans le monde. Il faut en prendre soin. Donc, ce n'est pas important de parler de choses trop simples. Le comité Nobel norvégien a dit espérer que les réalisations antérieures du Premier ministre éthiopien, conjuguées au surcroît d'encouragement que représente le prix de la paix, inciteront l'Éthiopie et l'Érythrée à poursuivre la mise en œuvre des traités de paix. Annoncé le 11 octobre, le prix Nobel de la paix récompense également ses tentatives de médiation dans une région tourmentée ainsi que ses réformes visant à démocratiser son pays longtemps livré à l'autoritarisme. Au Soudan, un premier verdict à l'encontre de l'ex-président Omar el-Béchir, jugé à Khartoum pour corruption, est attendu samedi prochain. L'ancien homme fort du Soudan, du pays, a comparu dès le mois d'août devant un tribunal de la capitale, après 30 années de pouvoir sans partage. Un premier verdict à l'encontre de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir, jugé à Khartoum pour corruption, est attendu samedi, quelques mois après son éviction du pouvoir, à la faveur d'un mouvement de contestation inédit. L'ancien homme fort du Soudan a comparu dès le mois d'août dernier devant un tribunal de la capitale soudanaise, assis à l'intérieur d'une cage de fer, après 30 ans d'un pouvoir autoritaire sans partage. Il a dû répondre devant la justice de possession et utilisation frauduleuse de fonds perçus de l'Arabie saoudite. Au cours du procès, le juge a précisé que les autorités ont saisi 6,9 millions d'euros, 351 770 $ et 5,7 millions de livres soudanaises au domicile d'Omar el-Béchir. Si l'ex-président a reconnu avoir perçu un total de 90 millions de dollars de la part de dirigeants saoudiens, le procès ne concerne qu'une partie de ces fonds, soit 25 millions de dollars reçus peu avant sa chute du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Inculpé pour ces faits, Omar el-Béchir encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de fonds et jusqu'à 3 ans pour transactions illégales. Il faut dire que ce premier procès ne concerne pas les lourdes accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour portés contre l'ex-chef d'État par la Cour pénale internationale depuis une décennie.
Les inondations dévastatrices qui ont frappé le Soudan du Sud après une période de sécheresse intense pourraient provoquer une famine dans plusieurs régions du pays dans les prochains jours. A mis donc en garde le programme alimentaire mondial, c'était ce jeudi. L'avant-dernière récolte a été brûlée par la sécheresse et la dernière a été noyée par les eaux. Près d'1 million de personnes subissent les effets des inondations qui ont submergé des villes entières, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique après 6 ans d'une atroce guerre civile. Quelques 5,5 millions de Soudanais du Sud pourraient souffrir de la famine début 2020, à une période où la population commence ordinairement à bénéficier de la récolte des mois précédents, selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies. L'agence onusienne affirme avoir besoin de 242 millions d'euros au premier semestre 2020. La famine, déclarée en 2017 au Soudan du Sud, avait été vaincue après 4 mois à l'issue d'une réponse humanitaire concertée à grande échelle, a rappelé le pape. Les Algériens ont voté ce jeudi pour élire le successeur du président Abdelaziz Bouteflika. C'était lors d'une présidentielle perçue comme une manœuvre de survie du régime. Quelques 61 000 bureaux de vote ont donc ouvert. Le taux de participation était faible et les premiers résultats sont attendus ce vendredi. Les détails. Après pratiquement 10 mois d'une contestation populaire massive et inédite, les Algériens ont voté ce jeudi pour élire leur nouveau président. À Alger, la situation semble contrastée. À Bab El Oued, une centaine d'électeurs, dont de nombreux jeunes, se sont pressés dès l'ouverture et contre toute attente au principal bureau de vote de ce quartier populaire. Mais l'affluence semble faible dans d'autres bureaux dans le centre de la capitale et dans des banlieues ouest d'Alger. Le Hirak, mouvement anti-régime né le 22 février et ayant obtenu la démission en avril du président Abdelaziz Bouteflika, reste farouchement opposé à ce scrutin. Le mouvement dénonce une mascarade électorale, exige la fin du système au pouvoir depuis l'indépendance en 1962 et le départ de tous ceux qui ont soutenu ou pris part aux 20 ans de présidence de Bouteflika. Les 5 candidats à la présidentielle sont tous considérés par la contestation comme des enfants de ce système et accusés de lui servir de caution. Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Azzedine Mioubi et Abdelmajid Tebboune, qui ont mené une campagne électorale compliquée, ont tous effectué leur vote dans la capitale Alger. Les quelques 61 000 bureaux de vote qui ont ouvert à 7h GMT à travers le pays doivent fermer à 18h GMT, mais aucun chiffre ne devrait être disponible immédiatement. La Gambie a dénoncé ce jeudi devant la Cour internationale de justice le silence d'Aung San Suu Kyi sur le sort de la minorité musulmane Rohingya au lendemain du rejet de la dirigeante birmane d'accusations de génocide. Depuis août 2017, quelques 740 000 Rohingyas se sont réfugiés au Bangladesh pour fuir les exactions de l'armée birmane et des milices bouddhistes. La Gambie, soutenue par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, accuse la Birmanie d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et demande à la Cour internationale de justice d'ordonner des mesures d'urgence pour protéger les Rohingyas. Les avocats de la Gambie ont affirmé que les arguments d'Aung San Suu Kyi, selon lesquels l'armée birmane avait ciblé des militants, ignorait les allégations de meurtre de masse, de viol et d'expulsion forcée. Lauréate du prix Nobel de paix en 1991, Aung San Suu Kyi, chef de facto du gouvernement birman, a vu son image ternie depuis qu'elle a pris la défense des généraux de l'armée birmane. Mercredi, Aung San Suu Kyi, 74 ans, a fermement rejeté les accusations de la Gambie selon lesquelles l'armée birmane avait agi avec une intention génocidaire lors des exactions contre les Rohingyas. Si nous n'étions pas confiants, nous ne serions pas venus ici. Nous avons grande confiance en cette Cour pour faire ce qui est bien, pour rendre justice, et cette confiance n'a pas changé. Parmi les morts figuraient, selon le ministre Rechler, des enfants battus à mort ou arrachés aux bras de leur mère et jetés dans les rivières avant d'être noyés. Combien d'entre eux étaient des terroristes? Une décision de la Cour internationale de justice sur la demande de mesures d'urgence pourrait prendre des mois.
Un arrêt sur le fond de l'affaire n'est pas attendu avant plusieurs années. Au Liban, à présent, le mouvement de contestation continue de réclamer un changement total de la classe politique dirigeante. Des manifestants anti-gouvernement se sont rassemblés ce jeudi près du Parlement libanais à Paris pour la même cause. Alors que les autorités libanaises ont demandé du secours à leurs alliés, les principaux soutiens internationaux du Liban ont réagi. Ils conditionnent toute aide financière à ce pays en crise à la mise en place d'un gouvernement efficace et crédible qui engage rapidement des réformes d'urgence. Dans ce sens, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré en clôture d'une réunion internationale consacrée au Liban à Paris que les Libanais se sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour demander des réformes et qu'ils doivent être entendus. Les manifestants réclament une équipe de technocrates et de personnalités indépendantes, ce que rejette totalement le puissant Hezbollah chiite. Depuis le 17 octobre, en effet, le Liban est en proie à une contestation sans précédent contre l'ensemble de la classe politique, jugée incompétente et corrompue. Le mouvement a entraîné la démission du Premier ministre Saad Hariri, mais les tractations pour la formation d'un nouveau cabinet traînent. La Chine, l'Égypte, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Koweït, les Émirats arabes unis, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont participé à la réunion de Paris, de même que plusieurs institutions internationales, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le Premier ministre démissionnaire, qui continue de gérer les affaires courantes, a pris note de ces demandes. Pour sortir de la crise, le Liban a besoin d'accélérer la formation d'un gouvernement d'experts et de mettre en place un plan de sauvetage économique, social, monétaire, financier et de production, a-t-il convenu. Et en Inde à présent, la contestation contre un projet de loi controversé sur l'attribution de la citoyenneté se poursuit. Des milliers de manifestants ont bravé ce jeudi le couvre-feu dans le nord-est du pays. La loi est en effet au profit des ressortissants de minorités religieuses des pays voisins qui en excluent les musulmans. La Chambre basse du Parlement indien a adopté dans la nuit de lundi à mardi un projet de loi controversé sur l'attribution de la citoyenneté aux ressortissants de minorités religieuses des pays voisins qui en excluent les musulmans. Le projet d'amendement sur la citoyenneté adopté par 311 voix contre 80 stipule que les hindous, sikhs, bouddhistes, jains, parsis et chrétiens qui fuient les persécutions auxquelles ils sont confrontés en Afghanistan, au Bangladesh et au Pakistan, 3 pays à majorité musulmane, peuvent se voir attribuer la citoyenneté indienne. D'après le Premier ministre Narendra Modi, ce test correspond à la tradition séculaire indienne d'assimilation et de respect des valeurs humanitaires. Mais les organisations musulmanes et les défenseurs des droits de l'homme voient dans ce texte un des efforts du Premier ministre nationaliste hindou pour marginaliser la minorité musulmane de l'Inde, forte de 200 millions de personnes. Allégation que démente le Premier ministre et son gouvernement. En effet, le gouvernement de Narendra Modi avait échoué à faire passer cette loi durant son premier mandat. Le parti nationaliste hindou, Bharatiya Janata Party, et ses alliés ne disposant pas d'une majorité à la Chambre haute. Mais le parti au pouvoir a à présent remporté une large victoire aux dernières élections d'avril-mai qui doit lui permettre de faire adopter le texte par les 2 chambres. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.